fait juste 100 ans, à une heure près, que mon oncle, je n'ai pas connu bien sûr, Henri, tué le 14 juillet 1917 au Mont Cornillé dans la Marne, a été enterré évidemment en Vossu-Blas. Il a été ramené ce jour-là. Donc c'est la raison pour laquelle, comme ça fait 100 ans aujourd'hui, c'est curieux, à l'époque, on ne parlait pas comme maintenant, il était enterré à 1h du soir. Faites la traduction quand même, mais c'était quand même... Et un dimanche, par hasard. La raison du dimanche, je ne l'ai jamais su, je n'ai jamais demandé à mon père pourquoi. On peut penser que les gens travaillaient que 6 jours la semaine à l'époque. C'était plus facile de se réunir le dimanche pour une cérémonie civile, sachant que tous les enfants de l'école étaient présents. Une grande partie des enfants, du moins. Voilà. Henri, parti en 1914, comme son frère, Léon, qui a eu la chance de revenir, était dans le même régiment. Et s'était fait le vœu l'un et l'autre que le premier qui se fait tuer, excusez-moi du terme, je vais l'employer comme il l'employait, le premier qui se fait tuer par les boches, c'est le mot qu'on employait à l'époque, surtout pas de curé pour les enterrer. Étant donné qu'il était libre penseur déjà à l'époque, à 20 et quelques années, il voulait absolument qu'il soit exaucé. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Donc dans la famille, mes grands-parents que je connais ma grand-mère, d'autres ont eu la chance de connaître les grands-pères, moi je n'ai pas eu la chance. Il y avait quand même 4 enfants de la même famille au combat. L'aîné, Langevin Léon, qui était né en 1892, il est parti bien sûr. Langevin Henri lui-même, qui est né en 1893. Émile, 1894. Ah, Émile, pauvre gars, paraît-il, quand il a dit adieu à sa mère, il a dit « tu ne me le verras pas ». Il n'est jamais revenu, on ne l'a jamais retrouvé. Il fait partie des disparus. Il était tué également sur le combat. Donc j'en reviens également pour Henri, entre guillemets. Il a été tué au combat et sans l'être. En fait, il était en repos. Et une balle perdue en pleine tête. Et j'ose pas le dire, mais je le dis quand même, il était comme tous les soldats, plutôt assassiné. Parce que cette guerre en question, ça me fait mal au tripes encore aujourd'hui. Ça n'a servi à rien que de tuer des millions de jeunes pour le marchand de canon. Et ça me fait mal au tripes. Quand on dit mort pour la France, non, moi je dis mort pour rien, mort inutile. Ça n'a servi à rien, si ce n'est que de tuer les jeunes. Voilà, donc après dans la lignée des familles, c'est une fille plutôt, Langevin Léontine, qui est née en 96. Langevin Maurice, qui est notre père, excusez-moi, il n'est pas comme moi, parce que j'ai des frères et sœurs qui sont là ici, et des meuniès, qui est né en 1898. Lui, finalement, ça paraît peut-être bizarre ce que je vais vous dire, a peut-être eu de la chance, entre guillemets, il avait 2 frères de tuer, ça lui a permis d'avoir un sursis de 6 mois. Alors au lieu de partir en 1917 comme il a dû partir, il est parti qu'au printemps 1918. Le temps de faire ses classes, qu'il a fait à Fougères, terminé à Lyon, il est monté au front au mois de novembre. Donc c'est la raison pour laquelle, en plus, j'y tiens, si on est là aujourd'hui, nous la famille, c'est peut-être grâce à ça. Merci Henri. Toujours est-il qu'il y avait quand même 13 enfants dans la famille, 9 ont vécu, un jeune brûlé tout petit, d'autres qui sont morts quasiment à la naissance. Et sur les 9, finalement, il n'en est resté que 7, puisqu'il y en a 2 qui sont partis à la guerre. Et moi, je plains ma petite grand-mère qui était enflée comme de rien du tout. Ça doit être terrible pour une mère de perdre des enfants à 20 ans. Et comme je dis tout à l'heure, pour rien. Donc, maintenant, je vais vous lire ce qui s'est passé il y a 100 ans. Je vais relever ça au petit courrier, comme j'ai l'habitude de faire. Donc, à Beaumont-Pied-de-Bœuf, le dimanche dernier, on inhumait à Beaumont-Pied-de-Bœuf le soldat Langevin Henri du 117e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi, au Mont-Cornillé, décoré de la croix de guerre et de la médaille militaire. Le corps arrivé vendredi avait été déposé chez M. Langevin Léon Père, à 3 km du bourg, où habite mon fils Mano, où j'habite également. Et à 1h du soir, a lieu le départ de la maison mortuaire. À 500 mètres du bourg, le cortège se réforme. En tête s'avancent 2 sur 2 rangs les enfants des écoles qui tiennent chacun une branche de laurier ou de fleurs. Un garçon ou une fillette porte la couronne offerte par les élèves. Puis viennent les pupilles de la nation, suivis du drapeau de la libre pensée de Château du Loir et du drapeau des démobilisés. Un soldat porte un écusson sur lequel sont épinglées les décorations du dauphin. Le cercueil recouvert de la mortuaire de la libre pensée
et d'un drapeau tricolore voilé de crêpe et porté par les camarades d'école de Henri Langevin. Les cordons du poil sont tenus par ses camarades du front. Parmi les nombreuses couronnes portées à la main, on remarque celles offertes par ses parents, par ses frères et sœurs, par la municipalité, par l'instituteur, par la société démobilisée de Beaumont-Guelbeuf et surtout celles de ses camarades de la 2e compagnie des mitrailleurs du 117. À l'entrée du bourg, M. le maire, son adjoint et ses conseillers municipaux se joignent au cortège, où on s'arrête devant l'école des garçons, dont le portail décoré de lauriers est surmonté d'une large banderole d'étoffe sur lequel on lit « Honneur aux anciens élèves morts pour la France ». On fait une deuxième station devant le monument élevé sur la place publique à la mémoire des enfants de la commune. On arrive au cimetière où le cercueil est déposé devant la fosse ornée d'un faisceau de drapeaux tricolores. Monsieur Laruc, président de la Société des démobilisés de Beaumont-Guelbeuf, donne lecture des états de service du soldat Langevin Henri et au nom de la Société lui adresse ses adieux. Monsieur Jousse, instituteur, retrace la vie scolaire et la vie familiale du jeune homme. Il fait un portrait saisissant de la vie des tranchées et des familles, et des fatigues et des souffrances endurées par les combattants. Il rappelle que le jeune et ardent républicain Henri Langevin est mort au champ d'honneur le jour de la fête nationale, le 14 juillet 1917. Il adresse ses sympathies émues à son père et à sa mère, cruellement et doublement éprouvés, et finit en disant un dernier adieu au jeune héros, son ancien élève et ami. Monsieur Feufeu, président de la Libre Pensée, et après quelques dissertations philosophiques, il donne lecture d'une lettre adressée par Henri Langevin à son frère Léon, peu de temps avant sa mort, et dans laquelle il rappelle à celui-ci l'engagement qu'ils ont pris de se faire enterrer sans l'aide des curés, ajoutant que s'il est tué là-haut, il conçut son frère pour exaucer ses vœux de dernière volonté. M. Feufeu félicite le défunt de la fermeté de sa conviction républicaine et anticléricale. Il dit que son exemple doit être suivi par toutes les adresses. Il adresse ses condoléances à la famille et les adieux de la libre pensée au défunt. Les assistants profondément émus défilent lentement devant le cercueil et la fosse qui sont bientôt jonchées de lauriers, de fleurs et d'immortelles rouges. Jamais à Beaumont on avait assisté à une cérémonie funèbre aussi grandiose et aussi émouvante. Le cortège, composé de plus de 600 personnes, s'avançait lentement avec ordre dans un recueillement et un silence vraiment impressionnant. La plupart des familles de la commune étaient présentées par un ou plusieurs de leurs membres, qui, avec de nombreux amis venus de toutes les communes du canton et même des cantons voisins, voulaient témoigner en cette pénible circonstance de leur estime et leur sympathie à la famille de Henri Langevin, et particulièrement à son père, Langevin Léon, ancien maire de la commune. Oui, le grand-père a été maire pendant deux mandats, et dont pendant la guerre. Et il semblerait qu'à l'époque, j'ai un témoignage de sa sépulture, c'était pendant la guerre de 14-18, c'était pas rien d'être maire, parce qu'il avait au moins une fois par mois, voire plus, le plaisir, si on peut dire, entre guillemets, d'aller avertir les familles par lesquelles un fils était mort. Je vous apporte le salut fraternel de la Fédération départementale de la Libre Pensée, qui existe toujours, que je représente aujourd'hui, Hansi Brémond, son jeune président, étant excusé pour raisons professionnelles. 100 ans après, effectivement, il ne faut jamais oublier, et il faut rappeler ce que fut, tu l'as abordé un petit peu Jacques, la situation de nos aïeux. 14-18, ça se résume par le mot barbarie, la barbarie. Toutes nos familles ont été atteintes, soit par la disparition d'un des leurs, soit par le retour de gens infirmes. Les chiffres sont sidérants. Je ne sais pas si vous avez en tête, je vais en rappeler quelques-uns parce que franchement, 1 397 800 Français tués, dont 930 500 au combat, 280 000 morts de blessures, 187 300 de maladies, 300 000 civils tués. Parmi les 4 266 000 soldats français blessés, on compte 56 000 amputés, 65 000 mutilés, 15 000 gueules cassées. La guerre laissera 700 000 veuves,
18 600 orphelins. Dans ce conte funeste, je ne voudrais pas oublier une partie de soldats qu'on appelle les fusillés pour l'exemple. Ce sont des soldats qui, face à l'horreur qui a été reconnue, aux conditions inhumaines qu'on leur imposait, ont osé remettre en question l'ordre militaire, l'ordre établi et les ordres. Ils ont été fusillés pour la plupart sans jugement ou tirés au sort. Ils étaient presque 1 millier, mais aujourd'hui, à ce jour, 100 ans après, 639 soldats fusillés par la France, comme fusillés pour l'exemple, ne sont toujours pas réhabilités. C'est toujours la honte et l'opprobre pour leurs familles, qui en ressentent encore génération après génération, parce que les traumatismes de ce genre ne disparaissent jamais, mais se transmettent de génération en génération, demandent justice à la République. Et dernièrement, ça fait déjà plusieurs années, dans les années entre 1916 et 1935, une quarantaine de réhabilitations ont été arrachées par la mobilisation des familles et des associations. La famille Maupas, par exemple, le fameux soldat Maupas, dont un film a été tiré, et d'autres. Et donc, là, dernièrement, des députés ont le courage, après qu'il y ait plusieurs tentatives ces décennies précédentes, de réclamer une loi pour les réhabiliter. Ils ont eu le courage, au mois de novembre, de déposer, ces 14 députés de la France insoumise, un projet de loi. Nous avons, en tant qu'association Libre Pensée, avec d'autres, la Ligue des droits de l'homme, qui a combattu aussi pour leur réhabilitation, avec l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants, mené campagne auprès des députés pour les alerter sur l'enjeu de le vote qui allait avoir lieu. Et bien finalement, en première lecture, le 13 janvier, l'Assemblée nationale a voté, il y avait 75 présents parce que ça s'est passé à 11h, minuit du soir, mais en tout cas, en première lecture, le projet de loi réhabilitant les 639 fusillés pour l'exemple a été adopté. Il est parti maintenant au Sénat, et là, bon, on espère qu'ils ne toucheront pas au texte et le reprendront. Alors, il ne faut pas oublier qu'en face aussi, chez les Allemands, l'hécatombe a été terrible. Hein. À propos des guerres dites modernes, puisqu'en 14-18, c'était une guerre moderne qui avait commencé à porter ses... c'était plus les guerres napoléoniennes de mouvement, c'était les guerres où apparaissaient les armes et l'artillerie. Paul Valéry a écrit dans ses cahiers de pensée la chose suivante. Ce sont des luttes, les guerres modernes, ce sont des luttes de minorités, effectuées par leur majorité, qui n'en ont ni les raisons ni les avantages. Je disais, les idées ou sentiments des uns, la vie des autres. Cette phrase est un peu complexe, mais elle a été résumée, on l'attribue à Paul Valéry, mais ce n'est pas lui qui l'a dite, mais voilà qu'on connaît bien. La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. Fin de citation. Alors évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, ceux qui en ont grassement profité, ce sont les industriels. Entre 14 et 18, l'économie tout entière est au service de la guerre. Des deux côtés du Rhin, les profits explosent pour quelques grandes entreprises. Une situation qui va quand même provoquer colère et débat, alors que des centaines de milliers d'hommes tombent au front. Plusieurs de ces profiteurs de guerre sont devenus les multinationales d'aujourd'hui. Je cite les familles de Vandel, des aciéries de Lorraine, Louis Renault, dont le chiffre d'affaires a été multiplié par 4 de 14 à 18. Il fabriquait les camions, les brancards, les ambulances, les obus et les chars FT-17. La compagnie des forges et aciéries de la Marine et d'Audouicourt, les établissements Schneider au Creusot, plus 40% qui permettent de répartir des dividendes représentant un tiers du capital nominal pour les 3 exercices de 1918 à 1920. Ils deviendront plus tard le groupe ArcelorMittal et Schneider Electric. Les frères Peugeot à Sochaux, qui fabriquent des obus et des moteurs d'avion. La naissance du groupe Dassault marque Bloch, futur Marcel Dassault, les hélices d'avion, Michelin, les pneumatiques, les masques à gaz.
les toiles de tente, les avions de combat Breguet. Côté allemand, l'entreprise chimique Bayer fabrique des gaz de combat. Krupp, le fabricant du fameux canon La Grosse Bertha, qui verra ses bénéfices doublés pendant la guerre. Le fabricant d'armes Rheinmetall, pareil. Comme le disait Anatole France, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Henri Langevin et son frère Émile étaient libres penseurs. Ils avaient rejoint les rangs de la libre pensée, section de Château-du-Loir fondée en 1892, qui comptait 120 adhérents à sa création, autour de Henri Lemonnier et Madame d'Estrichet. Et voilà donc les débats qui se tenaient il y a plus de 100 ans à Château-du-Loir, propos tenus par le responsable départemental de l'époque, Louis Crétois. Il tenait une conférence sur le danger présent. On est en 1901, le danger présent. De quoi il retourne? Il disait, et je cite les extraits parus dans la presse Le Progrès républicain. Il disait ceci. La société humaine aspire sans cesse au progrès, en dépit des éléments rétrogrades qu'elle renferme et qui retardent sa marche. Les républicains, tu as dit que c'était un fervent républicain, effectivement, les frères Langevin, les républicains accentuent le mouvement de tout leur pouvoir, et parmi eux les libres penseurs, qui sont les pionniers les plus hardis, les plus actifs, marchant à l'avant-garde et traçant le sentier pour que le gros de la troupe élargisse ensuite. Quant aux réactionnaires proprement dits, à la tête desquels sont les cléricaux, ils n'écouteront aucun raisonnement, ils sont pour la plupart aussi bien renseignés que nous sur la fausseté de leur propre doctrine. Et leurs intérêts paraissent opposés à la diffusion de la vérité, à l'amélioration du sort des masses. Tous les progrès réalisés depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis 1876, la proclamation de la Troisième République, grâce aux efforts des libre-penseurs et des républicains, ont été combattus à outrance par les cléricaux et les réactionnaires. Liberté de pensée, la bataille pour obtenir la laïcité de l'école et de l'État. Liberté de la presse, les lois sur la liberté de la presse dans les années 80. De la parole et des réunions publiques, le droit de se réunir sans aucune contrainte. Les syndicats professionnels qui se constituent pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs ont été arrachés une par la volonté persévérante des uns et la résistance obstinée des autres. Et en 1901, il disait ceci, il va en être de même de la loi accordant la liberté d'association à la fin de l'année 1901, très importante, qui en même temps apportera un frein à l'augmentation du personnel des congrégationnistes et arrêtera le flot envahissant des biens de même ordre. Vous savez, ces biens de même ordre, ce sont tous les biens des congrégations, associations religieuses qui échappent aux lois sur l'héritage. Une partie des biens extorqués à la crédulité servira à constituer des retraites aux vieux travailleurs. La question aussi du combat pour obtenir des retraites, en vertu d'une loi que la majorité républicaine de la Chambre pousse activement. Celle-ci, alors évidemment, ensuite, il parle de la réaction qui s'organise pour résister à la poussée républicaine. Effectivement, il y avait un mouvement dans les élections de résultats favorables au parti républicain. Alors il dit la réaction recrute des auxiliaires parmi les ambitieux de tous les partis sous le nom de nationalisme. Tiens, ça ne vous dit rien, ça, nationalisme. De la Ligue de la patrie française. D'autres associations portent d'autres noms aujourd'hui, mais elles ont le même contenu idéologique. Alors voyez-vous, l'engagement de libre penseurs des frères Langevin et de Henri, c'était quelque chose de sérieux. Leur engagement, c'est qu'ils ne croyaient pas, puisqu'ils avaient affirmé ne vouloir être enterrés en dehors de toute présence religieuse, ils ne croyaient pas au dogme de révéler que les religions enseignent. Ils ne se soumettaient à la direction morale d'aucun prêtre et n'admettaient pour régler leur conduite que les lumières de la raison et les aspirations de la conscience. Ce sont les fondements de notre association. Ils refusaient tout ce qui amoindrit, asservit ou pervertit l'individu. C'était un républicain, des républicains qui défendaient les droits et libertés de l'homme et du citoyen. Ils revendiquaient, ils se battaient pour qu'on obtienne le respect de la laïcité, de l'État et de l'école, qui sera consigné quelques années plus tard dans la fameuse loi de séparation de 1905. Ils défendaient la justice sociale et la paix.
C'est pour ça que tous les ans, malgré tout, nous rappelons dans nos rassemblements, en particulier dans la Sarthe comme ailleurs, mais dans la Sarthe, devant le seul monument moderne qui est à Allonne, où il y a écrit « Pour la paix et la liberté aux victimes des guerres », nous nous rassemblons avec la LDH, la RAC et d'autres associations et nous affirmons haut et fort « Maudite soit la guerre, hier comme aujourd'hui, maudite soient toutes les guerres ». Je vous remercie. Oui, bon, mesdames, messieurs, bon, c'est assez délicat de succéder à un bretteur de ce niveau. J'essaierai d'être à la hauteur de mes propos. Mesdames, Messieurs, je me trouve aujourd'hui avec vous, invité par Jacques Langevin. Tout d'abord, pour honorer la mémoire de son oncle Henri Langevin, mort pour la France, j'emploie ce terme, le 14 juillet 1917, dans un secteur particulièrement chaud du mont Cornier à l'est de Reims. Je n'entrerai pas dans les détails de cette bataille, mais je dirais simplement qu'à cette occasion, quelques mois avant la mort de notre ami, la guerre est universelle. 600 pauvres garçons allemands sont morts étouffés sous les gravats. Ils étaient réfugiés dans des caves construites pour l'occasion, qui ont été bombardées par des canons de 300. Et une bombe est tombée sur une des sorties de l'endroit. Et 600 pauvres garçons de nationalité allemande sont morts à cette occasion. Il faut le rappeler aussi, les morts n'étaient pas que français. Bien. Au hasard, avant de commencer, je voudrais saluer la bannière parce que je ne suis pas trop loin de la même philosophie. Nous, c'est un symbole, c'est une des seules dans le département d'ailleurs. Alors, on y tient. Alors, avec respect, je salue la bannière. Bon, je représente le Souvenir français. Alors, je vais parler du Souvenir français, excusez-moi, mais c'est l'occasion. Hein. C'est une association qui a été fondée en 1887 et reconnue d'utilité publique le 1er février 1906, qui a pour vocation d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France, qu'ils soient français ou étrangers. Cette vocation passe par l'entretien et la rénovation des tombes de nos morts pour la France et par la transmission de la mémoire avec un M majuscule, aux jeunes générations. Dans deux domaines principalement, le domaine patrimonial. Notre objectif dans le domaine patrimonial, c'est que aucune tombe de mort pour la France ne doit disparaître des cimetières communaux. Aucun monument, aucune stèle combattante ne doit être à l'abandon. Afin de relever ce défi, les comités du Souvenir français entretiennent et rénovent des centaines de tombes en déshérence, fleurissent des milliers de tombes, en particulier dans les carrés communaux mixtes entre le 1er et le 11 novembre, et rénovent des centaines de monuments et des centaines de plaques en partenariat avec les collectivités territoriales. Dans le domaine de la transmission, notre objectif, c'est qu'aucun élève ne doit quitter sa scolarité sans avoir visité au moins un site mémoriel et avoir participé au moins à une cérémonie dite patriotique. Cette ambition est un défi qu'il est impératif de relever si nous souhaitons que le partage de l'histoire soude la nation. Afin de réussir ce défi, le Souvenir français s'est mis au service du monde enseignant. Il apporte en particulier son aide financière aux voyages mémoriels organisés par des milliers d'enseignants. Chaque année, les comités du Souvenir français, dont j'ai l'honneur d'être président pour le territoire Loire-Lucé-Bercé, subventionnent des voyages scolaires à destination des champs de bataille, notamment de la guerre 14-18, des plages de débarquement, des sites de maquis et des camps de déportation. Enfin, outre les messages mémoriels que je viens de vous lire et de vous expliquer, je me trouve ici aussi au nom des liens amicaux qui me rattachent à Jacques et à sa famille depuis plusieurs années et avec qui je partage beaucoup de valeurs.
merci Jacques pour ton amitié et de m'avoir invité ici, ça me touche vraiment. C'est réciproque. Voilà. Et donc, si vous allez dans les cimetières du canton, si vous voyez ce petit panonceau bleu, blanc, rouge qui est au pied des tombes, on a baptisé cela, oui, ça m'échappe. Pardon ? Un témoin de mémoire, excusez-moi. Un témoin de mémoire qui permet de reconnaître les tombes des gens morts pour la France. Ces tombes sont avec beaucoup de guillemets, sous la protection du souvenir français. Voilà, messieurs, dames, j'en ai terminé.